avec la ville de Leucate. Bonsoir à tous, il est bientôt 19 h. Merci de nous retrouver pour une heure d'info. Voici tout d'abord les titres de votre édition nationale. Les sidérurgistes d'ArcelorMittal restent sceptiques après la visite de François Hollande. Le chef de l'État a annoncé la création d'un centre de recherche sur la sidérurgie. Il a aussi justifié ses choix 5 mois après la fermeture des hauts fourneaux. À 19 h 30, grand angle ce soir sur le secteur fluvial, un atout économique et touristique pour la France. Reportage dans le port de Strasbourg notamment. Dans l'actualité régionale, nous reviendrons sur l'affaire Fiona et cette effroyable vérité. Sa mère a avoué à Perpignan la mort de sa fille. On va revenir très largement sur ce qui est désormais un drame familial et sur les suites de cette affaire. L'université de Montpellier en pleine tourmente, menace de fermeture de l'antenne de Béziers, caisse vide et tirage au sort des étudiants. Autant de sujets que nous aborderons avec Anne Freiss, présidente de Montpellier 3. Elle est notre invitée. Et puis séquence nostalgie en fin de journal, vieille gloire et vieille voiture sur les routes de Lozère. Le rallye des pionniers y faisait étape aujourd'hui. Voilà pour les titres. L'affaire Fiona au cœur de l'actualité ce soir. Terrible épilogue. Cécile Bourgeon, la mère de la petite fille, a reconnu la mort de sa fille. Depuis cet après-midi, les enquêteurs tentent de retrouver le corps de Fiona. Les fouilles se sont concentrées autour d'un lac. Cécile Bourgeon a été transférée par avion de Perpignan à Clermont-Ferrand à la mi-journée et a assisté à ces recherches vaines pour l'instant. Le dispositif a été levé en fin d'après-midi. Les 24 heures de garde à vue à Perpignan ont donc été déterminantes. Retour sur le film de cette affaire avec Léo Lamberton et Joanne Lopez. En fin de matinée, la mère et le beau-père de Fiona ont quitté les locaux de la police judiciaire de Perpignan. Après 2 jours de garde à vue, ils ont reconnu que la fillette n'avait pas disparu, mais qu'elle était morte. Le beau-père parle d'un accident. Il explique que cet enfant avait pris l'habitude de se faire vomir depuis quelque temps, sans doute pour imiter sa mère, en tout cas c'est l'explication qu'il donne. Et la veille du drame, effectivement, il l'a réprimandée puisqu'il souhaitait qu'elle arrête effectivement de procéder de la sorte. Et il lui a interdit effectivement de se relever la nuit, puisqu'elle se relevait la nuit pour se faire vomir. Et ce jour-là, donc, il lui a interdit de le faire. Il lui a mis une fessée d'ailleurs, c'est dans le dossier, et effectivement, elle ne s'est pas relevée. Et ils l'ont retrouvée le lendemain matin, étouffée dans son vomi. Mais dans ses aveux, Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, a livré une autre version. Sa fille, âgée de 5 ans, serait morte sous les coups de son compagnon au cours d'une soirée entre amis fortement alcoolisés. Fiona a reconnu. La mère de Fiona a reconnu que Fiona était morte, qu'elle était morte accidentellement, qu'elle n'était plus là et qu'elle avait été enterrée. Dans quel coin? Dans quelle région? Dans la région de Clermont-Ferrand. Quel type d'accident? Un accident qui résulte de coups qui ont été, semble-t-il, portés involontairement. Par son compagnon? Pas par elle. La mère et le beau-père de Fiona sont actuellement entendus au palais de justice de Clermont-Ferrand. L'épilogue d'une affaire démarrée il y a 4 mois. L'affaire des disparus de Perpignan à présent est décidément le passé de Francisco Benitez semble de plus en plus trouble. En 1999, en Ariège, Sandra Martin était retrouvée morte, noyée. Décès suspect à l'époque, une femme qui apparaît aujourd'hui dans la vie déjà mouvementée de Francisco Benitez. Les explications d'Odile de Backer. Sandra Martin a-t-elle croisé la route de Francisco Benitez? Ce légionnaire, principal suspect dans l'affaire des disparus de Perpignan. Cette hypothèse ne serait pas totalement irréaliste selon un proche de l'enquête. Les faits remontent à 1999 et se déroulent à Tarascon-sur-Ariège. La jeune femme, âgée de 21 ans et mère de 2 jeunes enfants, disparaît du domicile un soir de janvier vers 22 h. Elle vient de se disputer avec son conjoint. Presque 2 mois plus tard, elle est retrouvée morte, noyée dans des circonstances incertaines. Son mari, Patrice Martin, est mis en examen pour assassinat puis disculpé. En 2007, le tribunal prononce un non-lieu. Si les faits étaient avérés, elle serait la 4e victime d'un sort tragique ou indéterminé parmi les connaissances du légionnaire. Son épouse, Marie-Josée, et sa fille, Alison, sont toujours introuvables depuis le 14 juillet dernier. Quant à sa maîtresse, Simone de Oliveira Salves, elle a disparu en 2004 dans des circonstances étrangement semblables.
Ce sont les détectives engagés par le mari de la jeune femme noyée qui ont alerté le SRPJ. Selon eux, Sandra Martin connaissait le suspect. Elle était amie avec Simone de Oliveira Alves, d'origine brésilienne tout comme elle. Et, en 1999, Benitez est à Castelnaudary, à peine plus d'1 heure de route de Tarascon-sur-Ariège. Aucune piste n'est négligée, mais tout est possible. La rentrée universitaire pour le moins agitée à Montpellier, nerf de la guerre, l'argent et un déficit structurel dénoncé par vous. Anne Freiss, bonsoir, présidente de Montpellier. 3 sacrés pavés dans la mare que vous avez jetés. Il y a la menace de la fermeture de l'antenne de Béziers, le tirage au sort des étudiants, plusieurs points. On va les aborder ensemble ce soir, si vous voulez bien. D'abord, le premier point, c'est l'annonce de ce tirage au sort. Elle a fait réagir les étudiants aujourd'hui du côté de Montpellier. Ils se sont réunis en assemblée générale. Voici quelques réactions recueillies par Florent Hertmann et François Jobard. Les étudiants sont entrés dans la mêlée en organisant leur premier AG à l'appel d'une intersyndicale et de plusieurs associations d'étudiants. La mobilisation se veut unitaire afin de peser dans le bras de fer qui oppose la ministre de l'Enseignement supérieur à la présidence de Montpellier 3. Asphyxiée financièrement, l'université menace de prendre des mesures radicales. Fermeture de son antenne de Béziers, gel des postes et tirage au sort des étudiants dans plusieurs filières l'an prochain. Une mesure peu appréciée sur le campus, pourtant submergée par les inscriptions. Qu'est-ce que vous avez retenu là pour l'instant ? Qu'il y aurait des profs en moins, que les moyens seront réduits l'année prochaine. Il y a des choses comme le principe du tirage au sort dans les filières qui seront très demandées, qui m'excèdent complètement. Puis plein d'autres choses, les réductions des financements, on ne sait pas où ils partent, mais en attendant, l'argent il y en a où ils en veulent, mais pas pour la fac. La fac, c'est quand même l'option principale de la plupart des bacheliers qui n'ont pas on va dire, d'arrière-plan social très fort, quoi. Et là, cette question de tirage au sort, je me demande c'est quoi la prochaine étape, faire payer. Ça fait un peu peur quand même. Pourquoi ? Parce que la fac, c'est censé être un enseignement pour tous et pas une loterie, quoi. En médiatisant ces menaces de coupes budgétaires, la présidente de l'université a fait monter la grogne des étudiants. Leur syndicat se tourne aujourd'hui vers le gouvernement pour dénoncer son désengagement. Nous, c'est ça l'objectif, c'est de faire monter le rapport de force pour faire en sorte qu'on ait une rallonge budgétaire comme ça a pu être le cas dans d'autres universités, notamment l'université d'Angers et l'université de La Réunion. La grève n'est pas encore d'actualité. Les étudiants ont décidé de se retrouver jeudi prochain pour une nouvelle AG suivie d'une manifestation vers le rectorat. Alors Anne Freiss, on va évidemment attendre votre réponse. Est-ce que c'est un gros coup de bluff pour faire réagir et les étudiants qui vont mettre la pression sur le gouvernement et le gouvernement, ou est-ce que vraiment vous vous apprêtez à prendre toutes ces mesures? Non, c'est absolument pas un coup de bluff. D'ailleurs, les gens qui me connaissent savent que je ne bluffe pas. Jamais. Donc très clairement, pour résorber ce déficit de 3 millions d'euros, l'année prochaine, on va tirer au sort les étudiants du côté de Montpellier? Le tirage au sort, c'est la mesure légale quand il y a des capacités d'accueil dans une filière. Et cela dit, ce n'est pas une innovation de Montpellier 3. Je crois que Montpellier 3 est au contraire la dernière université de France, ou une des dernières, dans laquelle les capacités d'accueil ne sont pas mises. 3 millions d'euros à résorber, est-ce que ce tirage au sort suffira à le résorber? Non, c'est pour ça qu'il y a toute une série de mesures qui sont annoncées. Le tirage au sort, c'est une mesure appliquée sur les gros effectifs qui permettent de réduire les coûts sur les filières à fort effectif, mais ce n'est pas la seule. De l'autre côté, il y a des mesures sur, au contraire, les petits effectifs, soit fermeture, soit quota d'heures par étudiant, c'est-à-dire réduction du nombre d'heures pour les petites filières. Alors l'autre annonce qui a notamment fait réagir le gouvernement, et cette fois-ci très fermement, c'est l'annonce de fermeture de l'antenne de Béziers, de la faculté de Béziers. Voici la réaction de ces étudiants à Béziers. On va ensuite écouter la vôtre, réaction recueillie par Sandrine Navas cet après-midi. Indignez-vous, martèle le directeur du centre universitaire de Béziers à ses étudiants. Comme eux, il a été pris de court par l'annonce de la possible fermeture à la rentrée prochaine de l'établissement qu'il encadre depuis 4 ans. Deux choses m'étonnent. D'abord, la mobilisation étudiante, en toute liberté, je dirais, qui n'est pas une mobilisation syndicale.
et le silence de mes collègues. Il y a cette peur que le ministère finalement demande à l'université de Montpellier de laver son linge sale en famille, et si elle veut garder Béziers, il faudra fermer, je ne sais, des formations de master ou réduire d'autres formations. Donc je pense que la peur, effectivement, joue. Pas de grève, pas de coup d'éclat. Dans cette antenne de l'université Paul Valéry de Montpellier où les syndicats ne sont pas représentés, un mouvement de résistance spontanée est né. Les étudiants ne veulent pas être pris en otage dans le combat qui oppose le ministère de l'Enseignement supérieur et la présidente de leur université. Elle ne sera pas présente ce soir à leur cérémonie de rentrée. Je lui dis, Madame Freix, ne nous abandonnez pas. Béziers est prêt à faire des efforts, j'en ai aucun doute. On en a déjà fait et on continuera à en faire si c'est nécessaire. Mais on ne peut pas dire aux étudiants qui sont ici et dont on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas aller ailleurs, on arrête vos études supérieures parce que vous comprenez que la logique comptable fait qu'on ne peut plus se le permettre. On veut des actes, on veut la vérité. On veut on veut une réponse à notre appel qui est un appel de désespoir. Le centre universitaire de Béziers compte 700 étudiants. La pétition contre la fermeture a déjà recueilli 7000 signatures. Alors Anne Freix, allez-vous abandonner ces étudiants de Béziers? Ils ont parfaitement raison de protester, mais c'est si je me taisais que je les abandonnerais. Parce que j'aurais très bien pu ne pas mettre de nouvelles formations à Béziers, j'aurais très bien pu aussi fermer progressivement. Dans toutes les universités, il y a des fermetures de formation, il y a des gels de postes, il faut le savoir. Moi, je le mets ouvertement sur la table, justement, pour trouver une solution. Alors, quelle est la solution maintenant? Le gouvernement, lui, vous a rétorqué que cette antenne de Béziers ne fermera pas. Qu'attendez-vous du gouvernement? Cette antenne ne fermera pas si on nous donne les moyens de tenir cette antenne de Béziers. Alors on l'a compris, Sandrine Navas l'a exposé dans son sujet. Est-ce que vous êtes engagé dans un bras de fer avec le gouvernement? Je le répète, est-ce que c'est un coup de bluff pour faire pression et pour avoir les fonds nécessaires? Le bluff, ça voudrait dire que c'est faux et que ça n'arrivera pas. Si, ça peut arriver, bien sûr, donc c'est pas du bluff. Un bras de fer, j'espère que ça ne sera pas vécu comme ça par le ministère, mais la situation de Montpellier est dramatique et effectivement la solution ne peut venir que du ministère. Elle ne viendra pas en interne d'une fermeture d'autres. On a parlé des masters, par exemple. Je ne vois pas pourquoi on fermerait les masters pour garder les licences à Béziers, pourquoi on irait fermer quelque chose d'un côté pour faire subsister quelque chose de l'autre. Là, les mesures qui sont annoncées, elles concernent tout le monde, à la fois Béziers, à la fois Montpellier. Et oui, elles sont injustes, et c'est pour ça qu'elles sont sur la table, parce que c'est la politique qu'on nous oblige à mener. C'est une politique purement budgétaire, et elle se mène de façon silencieuse et larvée dans toutes les universités. Merci beaucoup Anne Freix. Merci d'avoir été notre invitée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout autre chose à présent. On le sait, la vaccination n'est jamais anodine et certains vaccins peuvent entraîner des réactions. Celui contre la grippe A déjà beaucoup fait parler de lui et on commence, vous allez le voir, à y voir un petit peu plus clair. Valérie Cohen, Laurent Baumel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bien dormi? À l'hôpital Guy de Chauliac à Montpellier, séjour de sortie pour Asma, qui s'apprête à regagner sa Drôme natale. À 18 ans, la lycéenne est traitée depuis 2 ans et demi pour une narcolepsie déclenchée par sa vaccination contre la grippe A. Je dormais une demi-heure et quand j'avais envie de donner... ma mère ne l'avait pas fait et qui ne voulait pas que je le fasse, le vaccin. Donc 2 mois après, elle a remarqué que je dormais, que je tombais et que j'arrivais pas, que je rentrais dans une dépression parce que en cours, mes camarades, je dormais en cours, je participais pas. Mon père, il pensait, au début, il pensait que je me droguais, vraiment. C'est le professeur Yves Dauvilliers qui a posé le diagnostic. Narcolepsie et cataplexie, une perte de la force musculaire liée aux émotions. Depuis son laboratoire du sommeil au CHU de Montpellier, il a coordonné une étude nationale démontrant le lien entre ces maladies et le vaccin contre le H1N1. On ne connaît pas encore exactement le mécanisme sous-jacent qui fait que le vaccin a déclenché la narcolepsie. Ce qu'on a pu prouver de façon formelle, c'est l'association, puisqu'il y a à peu près la moitié des patients narcoleptiques qui ont été vaccinés. Et le vaccin, il a clairement déclenché une réaction immunitaire
avec probablement ce qu'on appelle un mimétisme moléculaire, une reconnaissance de certaines protéines du vaccin et de certains neurones qui a fait qu'après ils sont non fonctionnels. 5 700 000 Français se sont fait vacciner en 2009. Pour autant, pas la peine de paniquer. Vaccinés ou pas, la narcolepsie ne touchera que des sujets prédisposés génétiquement. Les symptômes sont précis, des accès de somnolence récurrents et brefs, malgré des heures de sommeil suffisantes. Pour Asma, cela a été un vrai bouleversement. Là, je me sens comme un robot, quand même, avec le traitement. Le matin, je prends des médicaments pour être éveillée. Le soir, je prends des médicaments pour dormir et pour que le matin, je sois un peu... pour pas avoir de cataplexie, etc. Malades et médecins se sont regroupés en association. Un clip a été réalisé pour insister à un meilleur dépistage, à la reconnaissance de ce handicap et à sa prise en charge. Allez, on va prendre un peu d'air et de hauteur aux côtés de Spider-Man. On vous a présenté hier ce VTTiste un peu fou mais au grand cœur. Eh bien, Hugues Richard a démarré sa tournée des Tours. Première grimpette, c'était ce matin au phare de Palavas. Stéphane Taponnier, Enrique Garibaldi. Il s'appelle Hugues Richard, mais lorsqu'il enfile son costume de super-héros, il devient... À 42 ans, cet ancien VTTiste professionnel n'a pas renoncé aux exploits sportifs, mais veut surtout donner un sens à ses records. Tous les mois, quasiment, je vais monter un monument. On commence à Palavas, puis ensuite on part à l'Atomium le mois prochain en Belgique. Puis je vais tourner comme ça en France, et puis en Europe, et puis après sur le continent américain, pour parrainer des associations d'enfants malades atteints de névus géants. Et c'est parti. Aujourd'hui l'objectif, le phare de la Méditerranée. 200 marches à gravir dans des conditions particulières. Il pleut un petit peu, c'est humide, donc déjà c'est ennuyeux, sur le métal ça glisse. Ensuite le vélo ne rentre pas dans les marches, donc il faut se mettre en travers, donc on est constamment en travers, il faut rééquilibrer en permanence à chaque marche le vélo, donc c'est difficile d'accélérer. Voilà, les grosses difficultés sont là. Les fonds récoltés grâce à cette performance bénéficieront à la recherche sur une maladie rare et méconnue, le névus géant. Le névus tache en latin est un grain de beauté géant et les enfants qui sont atteints subissent de nombreuses interventions chirurgicales parce que déjà elles présentent un problème physique et esthétique important, mais aussi il y a un risque de dégénérescence. Il faudra 5 minutes 52 à Hugues Richard pour atteindre le sommet. Un échauffement face aux 700 marches de l'Atomium de Bruxelles. Les séquences nostalgie pour terminer, des vieilles gloires au volant de vieilles voitures. Nous partons pour le rallye des pionniers, ceux qui ont la nostalgie du Paris-Dakar quand il était encore en Afrique et qu'il partait de la région. Eh bien, ces pionniers étaient en Lozère aujourd'hui. Sébastien Banus, Yannick Le Terny. Le problème avec les voitures d'époque, c'est que ce sont des voitures d'époque. Alors, quand on se lance dans un rallye dédié aux pionniers du Paris-Dakar, il ne faut surtout pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Ah bah là, j'aurais bien une fuite au radiateur. Il a fait chauffer ce matin et... Jean-Luc. Non. Le radiateur il fuit là. Où ça? Par en bas. Ennui mécanique, voiture de série customisée et pilote plutôt gonflé, c'est le programme de ce rallye raid des pionniers de l'histoire. Un rallye, mais pas une course. Ici, le plaisir réside dans le fait de traverser la France par des petits chemins à bord de voitures de légende. Vous avez deux concepts de véhicules. Vous avez des véhicules historiques qui ont eu la chance de courir sur un Dakar dans les années 80-90. Et par la suite, vous avez des gens qui ont monté des répliques, comme les R20, comme les 2 chevaux qui ont eu la chance de faire le Dakar, etc. Voilà, c'est vraiment un concept de réplica. Vous avez une 205 Turbo 16 notamment, qui est une pure réplica de celle de Vatanen sur le Dakar 87-88 de mémoire. Moto, 4x4, buggy, ils sont plus d'une centaine de concurrents à participer à ce rallye des pionniers qui ont vite fait de retrouver leurs sensations dans des répliques à l'identique des voitures qui ont fait leur gloire. La preuve avec Claude Marot, vainqueur sur cette Renault 20 4x4 Turbo en 1982. C'est un véhicule qui a été refait à l'identique avec tous les bons côtés et quelquefois les mauvais côtés, ce qui nous fait des choses assez extraordinaires. Quand on entend le turbo siffler à l'intérieur de l'habitacle, on se retrouve un peu dans d'autres horizons. Mais là, c'est beaucoup plus vert que ce qu'on a l'habitude de faire habituellement avec ce véhicule. Après cette étape, Châteauneuf-de-Randon-Meilleruès aujourd'hui en Lozère, les pionniers seront dans l'Hérault demain, arrivés samedi dans un haut lieu du Paris-Dakar de la région, le château Lastour dans l'Aude. Et le 19-20 continue, très belle soirée.